Et dans En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Plassard. Bonjour. Bonjour Annie. Vous êtes le président d'Ogilvy Paris et vous venez de lancer une nouvelle offre. Ça s'appelle Ogilvy One. Et c'est une agence, une offre de design relationnel. C'est quoi le design relationnel, Mathieu ? Alors, il y a deux questions déjà. Oui. Est-ce que c'est une agence ou une offre et c'est quoi le design ? Je vais revenir sur la première question, sur la logique qui nous a poussé à reformater cette offre. Ouais. En fait, on a eu dans l'histoire d'Ogilvy un effet de balancier il y a quelques années où on a tout désiloté. C'est-à-dire qu'on travaillait très en silo avec la publicité qui s'appelait Ogilvy Mather, Ogilvy One qui était le digital, à l'époque on appelait ça le digital, Ogilvy PA, et on a cassé tous ces silos pour faire un seul Ogilvy et pour faire travailler les expertises ensemble. Ouais. Ça a été un formidable accélérateur, notamment de la digitalisation de l'agence. Mais en revanche, on a vu qu'il y avait sur certains aspects de nos métiers, on perdait un peu en spécificité. Et donc c'est la logique qui nous a poussé aujourd'hui, quelques années après, à relancer ou à lancer Ogilvy One, nouveau format, et qui s'appuie sur ce qu'on appelle le design relationnel, je vais y revenir, mais qui permet de prendre à bras-le-corps les évolutions de nos métiers. De la même manière que la publicité a été transformée et a intégré le social il y a quelques années, de la même manière que notre expertise PR traditionnelle, on va dire, a été énormément impactée par l'influence et a intégré l'influence et les créateurs de contenu dans leur offre, et ben, il fallait que l'offre Customer Experience, elle évolue aussi. Donc c'est ça qui nous a poussé à lancer Ogilvy One il y a quelques semaines au niveau mondial, puisque c'est une offre, c'est une expertise qu'on a au niveau mondial dans tout le réseau. Et ça rassemble un certain nombre d'experts dans plein de domaines. Alors c'est quoi le design relationnel? C'est l'évolution, pour nous c'est le passage du CRM à quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus humain. On s'est rendu compte, il y a deux éléments qui nous ont poussé à le faire. Il y a d'un côté une extrême fragmentation des messages, des médias, des canaux, et aujourd'hui on est bombardé, et je pense que vous êtes la première à être bombardée par les messages qui du coup touchent rarement leur cible. Donc on a une déperdition énorme par rapport à l'ensemble des messages qui sont produits par les marques. Et puis de l'autre côté, on s'est rendu compte que le CRM, donc le Customer Relationship Management, il était dans la gestion de la relation, mais il était un peu stérile et un peu froid. Il a été très influencé par la technologie. Les marques, les annonceurs ont investi énormément en data pour optimiser ces éléments-là, mais finalement, ça manquait de substance. Et nous, on bascule dans du relationship design pour se dire à chaque moment clé de la relation, il faut qu'il y ait peut-être des éléments un peu moins transactionnels et un peu plus émotionnels, qui touchent un peu plus les gens en one-to-one. Et aujourd'hui, le one-to-one, il est plus que jamais une opportunité d'aller toucher et d'impacter directement chacun des consommateurs. Votre offre, elle repose pas mal sur la data et sur l'IA. Alors, comment on ramène de l'humain dans tout ça ? Comment on fait en sorte que finalement, la machine suscite une émotion ? Oui, c'est vrai qu'il y a en transverse la data et l'IA. Et l'IA, ça fait quelques années, et je pense qu'on y reviendra, qu'on investit sur l'IA. La data, c'est essentiel, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Nous, on s'appuie sur une offre très très forte. On a notamment au sein du groupe une entité qui s'appelle Vertical, qui est un pure player data et qui est vraiment un fondement de notre offre data. On remet de l'humain sur les 4 piliers qui sont en amont de ce relationship design, qui sont le premier sur l'acquisition, parce que ça reste, quand on est en customer experience, le nerf de la guerre. Comment on acquiert de nouveaux clients. Donc, comment on comprend les insights, comment on comprend les leviers qui vont faire que vous allez acheter une marque ou pas. Donc là, il y a de l'humain dans l'insight, dans la connaissance des consommateurs, dans l'analyse des comportements. Le second qui est le service design, comment on arrive à customiser, justement, à avoir des messages ou des offres qui vont être vraiment plus destinées à votre consommation, à votre profil. Le troisième qui est le commerce continuel, et on a la conviction qu'aujourd'hui, et je pense que vous le vivez aussi, le commerce n'est pas juste à la fin du funnel, mais ça peut se faire en social, ça peut se faire à tout moment du parcours client. Et donc de comprendre là encore les leviers qui vont vous faire acheter sur telle ou telle plateforme et à tel ou tel moment, ça c'est de l'humain. Et puis le dernier, la fidélité. Et si je prends un exemple sur un des programmes relationnels modernes, on va dire, nouvelle génération sur lequel on travaille, pour le groupe Lactalis, qui a envie de bien manger, on a travaillé sur comment passer d'une logique très transactionnelle, très couponing, très offre de réduction sur des produits,
a une vision un peu plus humaine et un peu plus liée à la marque et à la mission de la marque sur la démocratisation du bon. Donc, c'est pas antinomique, c'est juste une évolution. Et puis, parfois, vous voulez avoir juste du transactionnel. Et puis, parfois, vous voulez avoir des choses qui soient un peu plus dans l'émotion. Vous m'avez lancé sur l'IA, donc je saisis la balle au bon. Ouais. L'IA est devenue, j'ai l'impression, quand même un réflexe pour à peu près toute l'industrie. Comment on fait en sorte qu'elle ne devienne pas un prétexte, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas un peu pour tout et n'importe quoi et au final sans réelle valeur ajoutée? C'est un peu le cas aujourd'hui, je pense que... C'est mon sentiment en tout cas. C'est le nôtre aussi. Et je pense que très honnêtement, et c'est normal parce qu'il y a, quand il y a un tsunami technologie, culturelle comme l'IA qui arrive, qui déferle, il a fallu 2 mois pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Il avait fallu 15 fois plus pour Instagram, quelques années plus tôt. Donc on voit, il y a une espèce d'accélération de l'adoption de la technologie. Tout le monde aujourd'hui est capable de s'amuser sur ChatGPT, tout le monde s'amuse sur Sora et crée des chansons. Donc c'est vrai, il y a cet effet normal. Je pense qu'il va y avoir 2 éléments qui vont vivre en parallèle. Il va y avoir une extrême démocratisation encore plus poussée des IA. Et tous les jours, ou quasiment, on voit des nouvelles technologies arriver. Et tout le monde va être capable d'y accéder. Et ça, c'est plutôt positif. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un extrême besoin d'expertise et de maîtrise des IA. Et on le voit, nous, quand on travaille avec nos clients. C'est cette valeur ajoutée qui est finalement celle des agences, de pouvoir maîtriser les bonnes IA, parce que dans le flot des IA qui existent, il faut pouvoir faire le tri. Il faut pouvoir combiner des IA entre elles. Donc il y a aussi un travail méthodologique, technologique, de savoir quelle IA assembler avec laquelle. Et puis heureusement, je pense que c'est la note d'espoir pour nous, c'est qu'il faut du talent. Et qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui utilisent de l'IA pour l'IA et qui l'utilisent comme un outil. Mais ce qui va nous sauver, c'est que ce n'est pas intéressant quand il n'y a pas une idée à la base. Et c'est pareil pour toutes les technologies. S'il n'y a pas un insight, s'il n'y a pas une tension, s'il n'y a pas une idée intéressante à la base, on peut utiliser n'importe quel outil, ça ne sera pas très intéressant à la fin. Du coup, comment vous faites vivre cette double culture au sein de votre agence, c'est-à-dire à la fois la créativité et la technologie sans que l'un prenne le pas sur l'autre? On a un ADN créatif. On est dans les industries créatives, on a un ADN créatif dans l'ensemble de nos métiers. Quand on est en publicité, évidemment, et c'est le pic de l'iceberg, la créativité, elle est évidente. Mais quand on travaille en PR, on cherche aussi à voir, c'est ce qui nous différencie souvent des agences très pure player PR, c'est qu'on amène cette dose de créativité. Pareil dans le Customer Experience et dans l'IA. Les quelques campagnes qu'on a pu lancer, elles ont été dans cette tendance-là. On a été parmi les premiers à lancer il y a quasiment 2 ans maintenant pour la laitière, l'imagination de ce que pourrait être le tableau fameux de Vermeer si on avait dézoomé. Un peu plus que le cadre. Un peu plus que le cadre, exactement. Donc ça, effectivement, c'est la technologie aujourd'hui qui nous permet de faire ça. On aurait pu l'imaginer hier sans technologie. Il y a une dramatisation, il y a un effet spectaculaire qui est lié à la technologie et il y a une accélération parce qu'on l'en fait en 24 heures. C'était un react face à la découverte scientifique qui avait été faite sur le tableau. Mais je pense que l'équilibre, il se fait là. Il se fait sur toujours la passion de découvrir des technologies, toujours la passion de l'innovation, mais avec au cœur, il faut qu'il y ait une idée. Moi, dès qu'on a commencé, je me rappelle, quand on est en plans board, c'est-à-dire quand on discute des idées, on se dit, c'est quoi l'idée et qu'est-ce qui va être au cœur de la proposition qui va faire qu'après, ça va être intéressant. Et qu'on habille ça avec de l'IA, qu'on habille ça avec de l'ADA, qu'on habille ça avec une meilleure rédaction, finalement, c'est pas accessoire, mais c'est presque annexe par rapport au cœur de la proposition qui est l'idée. Sur l'adoption massive des nouvelles technologies qui sont effectivement un peu, entre guillemets, à la portée de tous, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais est-ce que ça n'a pas poussé les annonceurs à internaliser la production de contenu finalement je pense en partie, et je pense que c'est une évolution assez logique de l'adoption de l'IA. Et nous, on travaille d'ailleurs avec certains de nos clients pour leur donner les outils, la formation, le change management pour pouvoir s'approprier ces outils-là.
comme nous, on les utilise déjà depuis plusieurs mois. Au sein de WPP, on a une plateforme qui est accessible à tout le monde, à tous les salariés du groupe. Et une grande majorité des employés d'Ogilvy Paris travaillent avec cette plateforme. Donc oui, il va y avoir un transfert, mais il va y avoir un transfert, je pense, sur les éléments avec un peu moins de valeur ajoutée, sur des éléments du quotidien. Et c'est un accélérateur et un facilitateur exceptionnel pour pouvoir faire des comptes rendus beaucoup plus rapidement, pour pouvoir faire des revues de presse, pour pouvoir générer des images ou du texte qui vont vous permettre, quand on est annonceur, d'imaginer des concepts et de présenter à ces directions de marketing des concepts avant d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, oui, ça va être le cas. Mais tout le volet où ça nécessite plus de créativité, plus de réflexion, plus de craft aussi, ça va rester chez les agences. J'en suis convaincu. Pour revenir sur Ogilvy One, quelles sont vos ambitions pour cette offre ? Alors, on a construit, au-delà des jolis mots et de relation design, on a 2 piliers forts pour Ogilvy One à Paris. On a un premier pilier historique qui est sur la fidélité, sur les programmes de fidélité, et le second sur l'IA. Et notre ambition, c'est de continuer à grossir sur ces 2 piliers. On gère déjà depuis des années des programmes importants comme le programme relationnel de Michelin au niveau mondial, comme le programme d'Accor qui s'appelle All, un programme de réservation aussi au-delà de la fidélisation. Beaucoup de programmes chez Nestlé, en nutrition infantile par exemple. Et puis, donc ça c'est de continuer à construire cette proposition, de continuer à la faire évoluer vers ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une fidélité plus fluide, moins transactionnelle et un peu plus émotionnelle. Et puis le second pilier, c'est de continuer à être le champion de l'IA. C'est une course effrénée et je pense qu'on a pris une petite avance, mais il ne faut pas rester sur ses lauriers et tous nos concurrents sont en train d'investir énormément. WPP a investi 300 millions de dollars cette année. On en bénéficie directement parce qu'on est le centre d'excellence depuis Paris, depuis Ogilvy Paris, pour WPP, sur un certain nombre de grands comptes. Donc on travaille directement avec les équipes développement et IT de WPP, avec nos partenaires NVIDIA en particulier et OpenAI, pour pouvoir accélérer ça. Donc voilà, mon ambition pour Ogilvy One, c'est de continuer à être très fort sur la fidélité et puis de devenir un des champions de l'IA. Et si on dézoome un peu, du coup, comme pour le tableau, vos ambitions pour Ogilvy Paris tout court ? Pour Ogilvy Paris, l'ambition, c'est d'être, si on la simplifie, c'est d'être la meilleure internationale des locales et la meilleure locale des internationales. Alors ça fait un peu publicitaire, ça fait un peu PowerPoint, mais ça veut dire derrière la meilleure, c'est de revenir au niveau auquel on doit être. Et je pense qu'on s'est un peu perdu il y a quelques années. On a un peu perdu de notre magie. On a toujours une marque qui est extrêmement forte, qui attire énormément et des clients et des talents. Et on le voit depuis un peu plus d'1 an, on est revenu. C'est pas encore. J'utilise souvent en interne l'image de l'ascension du Kilimandjaro. Donc je pense qu'on est arrivé au camp de base numéro 1. Là, on est en train d'atteindre, on voit le camp de base numéro 2. Plus ça va, plus c'est difficile, mais plus ça va, plus la vue est belle. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver tout en haut du Kilimandjaro, de briller créativement et de continuer à optimiser notre produit créatif. Et Cannes est dans quelques semaines, donc on croise les doigts pour être récompensé à juste titre sur quelques très belles campagnes qui font bouger aussi les choses. C'est pas de la créativité pour la créativité, mais c'est des créativités qui créent de l'impact, soit sur la performance des clients, soit sur la planète, soit sur les communautés. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes qu'on a pu concevoir. Et puis d'avoir l'ambition, c'est de redonner à Ogilvy Paris sa place d'attractivité pour les talents, d'attirer les meilleurs talents. On a la chance d'avoir attiré récemment du côté créatif, du côté planning, du côté commercial, des talents qui sont exceptionnels. Donc voilà, c'est mon ambition de continuer à construire cet édifice. Merci beaucoup Mathieu Plassard. Je rappelle que vous êtes donc le président d'Ogilvy Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.